Il est là. Enver Hoxha, la terreur des Albanais, redoutable dirigeant communiste de l'après-guerre, est là, il est derrière le rideau, il n'aura bientôt plus aucun secret pour vous si vous décidez de regarder cette vidéo. Mais avant de commencer à dresser son portrait, j'aimerais faire le point sur quelque chose d'important. Ça concerne l'Albanie. Vous trouverez sur cette chaîne de nombreux portraits d'hommes d'État, dont Tito et Milošević. On a amplement parlé de la Yougoslavie, notamment dans l'épisode intitulé « La Yougoslavie en 10 minutes ». Parce que c'est vrai que dans cette vidéo, j'avais dit que le Kosovo a été colonisé par les Albanais. Cette colonisation albanaise du Kosovo, je la décrivais comme un processus continu du XVIIIe siècle à aujourd'hui, par lequel des milliers de foyers albanais migrent vers le Kosovo, ce qui a rendu les Serbes minoritaires dans cette région. Et de fait, j'ai eu des remarques d'internautes qui avaient l'impression que, en disant ça, je ne rendais pas justice à l'histoire des Albanais. Et pour cause, il est peut-être grand temps de vous le dire, cette colonisation dont on fait grief aux Albanais, eh bien de leur point de vue, elle n'a jamais eu lieu. C'est une affabulation des Serbes. Mais pourquoi les Serbes auraient inventé cette colonisation ? Essayons de nous replacer un peu dans le contexte et dans les enjeux. Si vous n'avez pas vu la Yougoslavie en 10 minutes et l'Albanie en 10 minutes, je vous encourage à aller les voir, ça vous évitera d'être paumé. Lorsqu'elle prend son indépendance en 1912, parce que jusqu'ici c'était juste un territoire ottoman, elle était presque aussitôt confrontée à ses méchants voisins. La Grèce voulait occuper les Pierres du Nord, et d'ailleurs elle y parviendra momentanément pendant la Première Guerre mondiale. Mais surtout, au nord, il y a la Serbie, qui lui a pris le Kosovo. Oui. Et en fait, c'est même pas que la Serbie lui a pris le Kosovo, c'est que, dans l'esprit des Serbes à l'époque, l'Albanie n'existe pas encore, personne ne reconnaît ses droits, et donc elle considère qu'il s'agit ici d'un espace vide, un espace à conquérir. Alors oui, les Serbes ont pris le Kosovo, mais en fait, ils se sont pas arrêtés là en si bon chemin. Emportés dans leur élan, leur armée marche vers le sud pour atteindre la mer. Mais, problème, à leur grande surprise, une armée leur barre le chemin. C'est celle d'un jeune chef de clan albanais qui n'a même pas 18 ans, qui s'appelle Zog. Enfin, qui s'appelle Ahmet Zogu, mais ici, on va l'appeler Zog. Refoulés par Zog, les Serbes vont devoir se contenter du Kosovo et d'une partie de la Macédoine actuelle. Retiens bien ça. Maintenant, revenons à la colonisation albanaise du Kosovo. Pour les Serbes, le Kosovo, c'est le berceau de leur nation. La Serbie, autrefois, à l'époque médiévale, était beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui. Le patriarcat était à Peć, la capitale de l'empereur Étienne Douchan était à Skopje, la bataille de Kosovo-Polier qui entraîna leur ruine eut lieu sur les terres du prince Lazare de Serbie au Kosovo. Bref, pour les Serbes, le Kosovo est le théâtre de leur grande histoire. Il est impensable qu'il ne soit pas à eux. Or, quand ils s'en emparent en 1912, patatras, que découvrent-ils ? Qu'en lieu de Serbes, il n'y a pratiquement que des Albanais qui habitent là-bas. Mais c'est impossible, ça contredit les livres d'histoire. Que s'est-il passé ? C'est donc que les Albanais se sont installés, qu'ils ont fait leur nid, qu'ils ont colonisé cette région par implantation. Et cette version serbe va être étayée ensuite par des travaux historiques allant dans ce sens. Et la version albanaise ? Pour les Albanais, cette explication n'est que mascarade. Il n'y a jamais eu colonisation. Les Albanais qui sont là y ont toujours été. Oui, le Kosovo appartenait à l'Empire serbe, mais à l'époque, il dominait des territoires qui étaient peuplés d'Albanais. Voilà tout. Désolé. Après la conquête ottomane, les Serbes ont fui vers le nord à cause des Ottomans, et donc ils ont laissé sur place la majorité albanaise. Ouais, mais du coup, qui a raison ? Bah oui, c'est sûr, il y a vraiment deux récits, avec de chaque côté moult arguments et proue historiens. C'est une querelle assez difficile à débrouiller, moi je te cache pas que du coup j'ai lu plusieurs ouvrages dans les deux camps, et moi j'ai plutôt tendance à croire les Serbes. En tout cas, il y a certains arguments serbes que je pense être vrais, mais peu importe. Aujourd'hui, notre sujet c'est l'Albanie, donc on va essayer de les comprendre, on va se mettre dans leur peau, on va voir les choses par leurs yeux, et ce n'est pas ici l'occasion de les juger, ils ont leur version, on va s'y tenir. Au fond, ce qu'on peut dire de toute cette histoire, c'est que visiblement, les Serbes ont construit leur nation sur leur mémoire. Le Kosovo était le théâtre des récits de leurs aïeux, un récit qu'ils ont peut-être fantasmé, mystifié, mais en tout cas, cette mémoire est entourée d'un certain respect.
Les Albanais, eux, se sont construits sur une langue, qui est la preuve tangible de leur existence comme peuple. Je vous renvoie à mon épisode L'Albanie en 10 minutes. Or, le Kosovo, en 1912, est à majorité albanophone. Donc pour ce qui est du temps présent, leurs droits leur paraissent incontestables. Chacun s'est choisi un peu une logique qui lui est propre, et lorsque ces deux récits se confrontent, ils ne peuvent se surmonter l'un l'autre autrement que par le sang. Cette question kosovare, elle est cruciale. Plus les Serbes auront l'air de maltraiter les populations albanaises, d'implanter leur administration, plus ce nationalisme albanais, il se met à brûler de tout son bois. Au Kosovo, plus encore qu'en Albanie. On a l'impression que le cœur de la nation albanaise est comme séparé de son corps. Il est au Kosovo. À l'époque de l'indépendance, Enver Hoxha n'a que 4 ans. Il grandit dans une Albanie complètement anarchique, désorganisée, instable et très pauvre. Finalement, on l'envoie au lycée français de Korça. C'est dans ce lycée français que Enver Hoxha tombe amoureux de la littérature française et de l'histoire de France. Et en particulier, il est fasciné par la figure de Maximilien Robespierre. Il y a des gens qui aiment Robespierre. Et non seulement il y en a, mais tu serais surpris de savoir le nombre d'admirateurs de Robespierre qui sont devenus chefs d'État au XXe siècle. En tout cas, son amour pour la France devient si grand que Hoxha veut y aller à tout prix. Et justement, ça tombe bien, à cette époque, Zog favorise les transferts d'étudiants et il parvient à obtenir une bourse pour son voyage. Ce jeune homme, qui, sans histoire pour l'instant, étudie en France, noue quelques contacts décisifs et finit par trouver son combat, sa raison d'être, dans le communisme. En 1936, il revient dans son pays natal, il est déjà un fervent communiste. Il trouve un petit emploi comme prof dans ce fameux lycée français de Korça dont j'ai parlé. Il enseigne le français, mais aussi la morale. Parce que vous allez voir que Hoxha a plein de leçons de morale à nous donner. On va s'en gargariser tout à l'heure. Mais de rôle politique, pour l'instant, nada. En 1939, un événement crucial a lieu. Zog a été trahi par Mussolini. L'Albanie est envahie. Mais c'est qui ce Zog ? Depuis tout à l'heure, la Zog par-ci, Zog par-là. On a le droit de savoir qui c'est ? Ah oui, pardon, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait les présentations. Qui est Zog ? C'est un robot Terminator qui a grandi sur la planète Neptune. Zog est le fondateur de l'État albanais, après que ce pays, sans expérience, ait maintenu sa tête hors de l'eau pendant 8 ans d'anarchie, de révolte, de guerre mondiale et de coup d'État. Entre 1912 et 1920, il commence une ascension politique irréversible en 1920. Simple chef de clan à l'origine, puis gouverneur de Skodra, il empêche un ancien dictateur pro-serbe, par ailleurs son oncle, de s'emparer du pouvoir, il mate des révoltes catholiques soutenues par la Serbie, il se hisse au stade de ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, il est exilé en 1924 mais parvient à revenir, il devient président de la République en 1925, puis roi en 1928. Ça, pour une ascension rapide, c'est une ascension rapide. Homme intelligent, cultivé, il développe l'éducation, les routes, l'hôpital public, les bourses étudiantes, comme celle dont bénéficiera Hoxha. Il fait rédiger un code civil, un code pénal, un code commercial, il laïcise le pays, l'occidentalise, notamment par l'interdiction du voile des femmes et de la polygamie. Alors, t'as peut-être l'impression que je débite sa vie comme ça à 100 à l'heure. En fait, si je vais aussi vite, c'est parce que d'une certaine façon, on connaît déjà sa vie. On en a déjà parlé sur la chaîne. Non, c'est la première fois que tu me parles de lui. Bon d'accord, on n'en a jamais parlé, mais je voulais dire, on a parlé de Reza Shah, le souverain iranien. Et honnêtement, Zog et Reza Shah sont pratiquement des copies l'un de l'autre. Leur parcours et leur politique sont très similaires, je dirais même synchrones. Leur modèle est Atatürk. Ils se sont donnés pour mission d'occidentaliser et de moderniser ces pays musulmans qu'ils regardent comme un peu archaïques. Les méthodes de Zog sont sans doute un peu moins brutale que celle de Reza Shah, mais elle lui ressemble un peu. Par ailleurs, pour financer leur politique, ils vont chercher leur crédit chez une grande puissance, la Grande-Bretagne pour Reza Shah, l'Italie pour Zog. Ces grandes puissances en profitent pour s'accaparer des ressources, le pétrole en Iran, le tabac et le sel en Albanie. Tous deux finiront déposés par cette même puissance qui les a trahis. Oui, parce qu'on avait vu que Reza Shah a été déposé par les Britanniques en 1941, et là, Mussolini envahit l'Albanie en 1939. En fait, ils sont tous les deux victimes de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ? Non. Bah si. 1939, 1941, Seconde Guerre mondiale,
À moins qu'ils l'ont repoussé, mais... Pour Reza Shah, oui, en 41, il a été victime des nécessités de la guerre, c'est tout à fait vrai. Mais en Albanie, non. D'abord, la Seconde Guerre mondiale n'a pas encore commencé. Il est déposé en avril 39. Et je vais te dire, c'est pas vraiment une nécessité de guerre, hein, c'est juste un simple coup de poignard dans le dos, signé Mussolini et son gendre. C'est du pur opportunisme. Mais pourquoi ils font ça? C'est pas la première fois dans l'histoire que les Italiens se permettent de faire la pluie et le beau temps en Albanie. Déjà, pendant la Première Guerre mondiale, l'Albanie avait été occupée par l'Italie. La ville de Durrës en albanais, a longtemps fait partie du chapelet des comptoirs vénitiens. Mais bref, laissons l'histoire dans les tiroirs. En 1939, je disais, Mussolini s'empare de l'Albanie, voilà, c'est comme ça. Il avait mangé l'Éthiopie en entrée. Bon ben, l'Albanie, c'est son plat de résistance. Ouais, d'ailleurs, on a vu qu'il va tout vomir après le dessert. Pour le reste, la campagne militaire en Albanie a été une petite promenade militaire au soleil, dans la bonne humeur et en chantant des chants fascistes. Et c'est pendant l'occupation italienne, enfin en 1941 plus précisément, que Enver Hoxha prend en main le Parti communiste d'Albanie. Mais attention, c'est une cellule communiste albanaise, d'accord, mais qui trouve sa place dans une vaste organisation qui s'étend dans tous les Balkans et dont le véritable chef est celui que tu connais. Tito. On a fait un épisode sur ce personnage peu banal. Voilà, Hoxha est au départ un simple bouton dans une grande machine dont Tito a les commandes. Et Tito, lui, est soumis à Staline. Exactement. Leur résistance commence en 1941, comme pour tous les communistes, et comme Tito, Hoxha est rapidement confronté non seulement aux colonnes italiennes et allemandes, mais aussi à des groupes de résistants nationalistes qui peuvent être des monarchistes ou des républicains. Et oui, parce que c'est évident qu'il n'y a pas que des résistants communistes, il y a aussi les zoguistes, du nom de Zog, et les ballistes, du nom de leur organisation, le Bali Kombëtar, qui sont en fait des nationalistes favorables à une république. Ces différents groupes ne s'entendent pas bien. Ils n'arrivent pas notamment à s'entendre sur le sort du Kosovo. Il faut savoir que Mussolini avait rattaché le Kosovo à l'Albanie. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, la seule fois dans l'histoire récente où Kosovo et Albanie ont été vraiment réunis. Or, les zoguistes et les ballistes veulent maintenir ce rattachement, ça paraît logique, tandis que Hoxha, c'est pas qu'il est contre l'idée, mais il faut qu'il demande l'autorisation à Tito. En 1943, l'Italie se retire du conflit, l'occupation italienne prend fin et est remplacée par une autre occupation, allemande cette fois, mais les communistes parviennent à maintenir leur emprise sur le sud du pays. Ah, mais alors les Albanais vont aussi connaître comme nous les joies de l'occupation allemande. Mais c'est que les Allemands en 1943 ils sont un peu pressés, ils ont clairement d'autres casseroles sur le feu, et du coup pour simplifier les choses, ils vont se conduire comme des anges avec l'Albanie. Et que je vous promets une assemblée nationale autonome, et qu'on va vous aider à rouvrir des écoles, et que promis avec nous, le Kosovo restera albanais. Alors quand ça commence à parler du Kosovo là... Oui, donc en fait, les Allemands les prennent par les sentiments, pour que les Albanais se disent « si Hitler perd la guerre, adieu le Kosovo ». Et ils se laissent convaincre ? Les Albanais du Kosovo, pour le coup, oui, parfois. Certains s'engagent même dans la division SS Skanderbeg. Mais bon, pas tous quand même. Hoxha et ses lieutenants, Mehmet Shehu et Kotchidzadze, n'ont que mépris pour les Allemands et n'hésitent pas à faire bombarder la dite assemblée autonome. Et ils harcèlent les garnisons allemandes, ils progressent dans des montagnes enneigées avec courage. Et puis s'ils arrivent à capturer les soldats allemands, ils leur coupent la gorge. Et pendant ce temps, ils restent toujours en contact avec les Britanniques, et avec Tito surtout. Leurs efforts paieront. En novembre 1944, Mehmet Shehu déclenche l'attaque contre Tirana, après une bataille difficile de 20 jours. Les Allemands et les communistes se tirent dessus dans les angles de rue, les carrefours et les magasins de chaussures de la ville, mais la victoire finit par être acquise. Enver Hoxha entre glorieux à Tirana. L'Albanie vient de se trouver un nouveau chef, qu'elle va garder pendant 40 ans. Comme je te l'ai dit, Hoxha est un socialiste. Alors, j'avais dit qu'il était communiste, mais dans le monde philosophique, le communisme porte un autre nom, celui de socialisme. Je le rappelle, j'en ai déjà plusieurs fois parlé sur cette chaîne. Il n'est pas le seul, puisqu'il existe plein de pays socialistes dans le monde d'après-guerre.
l'Union soviétique, la Chine, le Vietnam, la Yougoslavie et encore d'autres. Mais l'Albanie fait partie des plus implacables. Hoxha est complètement incorruptible sur la question du socialisme. Alors on pourrait se dire que c'est parce qu'il est jeune et que plus il va vieillir, plus il va s'assouplir et s'amollir. C'est un peu ce qui arrive avec Tito d'ailleurs. Mais alors Hoxha pas du tout. Lui, quand il prend de l'âge, il ne se ramollit pas, il se racornit, il devient plus dur, plus sec et plus impitoyable. Et ainsi jusqu'à sa mort en 1985. C'est donc un socialisme qui va en empirant, on pourrait dire. Bon, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi le socialisme? Depuis le temps qu'on en parle sur la chaîne, je commence à connaître la collectivisation des terres et la socialisation des entreprises. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que les paysans soient plus propriétaires de leurs terres, mais qu'ils cultivent des terres mises en commun. Et les ouvriers ne sont plus salariés par le patron, mais par l'État, je suppose. Exactement. La collectivisation des terres, concrètement, revient à forcer l'ensemble des paysans à lâcher tout ce qu'ils possèdent, pour le confier à des coopératives agricoles. Ils travailleront ensuite comme paysans dans le cadre de ces coopératives. C'est une réforme lente. Hoxha arrive ici sur un terrain glissant. Parler d'égalité, c'est génial, tout le monde applaudit. Mais quand vient le moment de réaliser l'égalité, les paysans, qui sont déjà très pauvres, comprennent qu'ils vont perdre la propriété du peu qu'ils possèdent. En fait, cette collectivisation, elle va se faire graduellement pendant 20 ans. Au début, il a quand même autorisé des propriétés privées si elles font moins de 20 hectares. Mais en 1965, c'est la quasi-totalité des surfaces qui sont collectivisées. C'est un régime très dur. Il est sans pitié envers les personnes qui sont trop attachées à la propriété. Il peut les torturer, les emprisonner ou les éliminer si besoin. On va y revenir. En théorie, ces coopératives s'organisent elles-mêmes en assemblées décisionnaires. Mais en pratique, le parti a largement son mot à dire dans leur organisation, quand il pousse à l'accroissement de la production. Alors, une telle réforme est-elle positive ou négative? Dans cette région du monde, où les lopins sont trop petits, surtout en montagne, et le matériel est rudimentaire, la collectivisation des terres a quand même apporté une solution. Les lopins sont plus grands, plus continus et mieux équipés parce que l'État investit une partie de son budget dans l'agriculture. C'est de l'argent qui vient de l'Union soviétique. En réalité, c'est quand même une avancée pour les paysans. Il y avait seulement 28 tracteurs dans le pays en 1938 et il y en a 8184 en 1973. Alors c'est toujours pas un chiffre extraordinaire, c'est quand même mieux que 28. Des barrages et des canaux d'irrigation ont été aménagés. Mais globalement, le pays reste pauvre et partout on a recours aux bêtes de trait. Et la propriété privée n'existe plus du tout. Les socialistes adoreraient l'abolir complètement. Mais en pratique, c'est pas vraiment possible parce que s'ils le faisaient, les Albanais mourraient de faim. Les coopérateurs n'arrivent à se maintenir la tête hors de l'eau que parce qu'ils ont un petit enclos, où ils ont un jardin, peut-être une vache, peut-être quelques bêtes, dont ils sont, pour le coup, vraiment propriétaires, heureusement. Mais en 1981, n'y tenant plus, Hoxha, en marxiste fanatique et jacobin qu'il est, socialise la totalité des biens du pays. Désormais, même posséder une vache ou un potager peut te valoir la torture ou l'emprisonnement. Les années 80 seront donc les plus terribles de la dictature. Si tu te rebelles, tu finis en prison ou roué de coups par la police. Devant cette restriction progressive de la propriété, les Albanais en détresse se réfugient dans le foyer, dernier endroit où ils peuvent échapper à ce sentiment d'oppression. C'est ici, dans la famille nucléaire, qu'ils jouissent de leur dernière liberté d'action. D'où le renforcement de la conception lignagière de la société albanaise, je veux dire ce sentiment d'appartenance très fort à sa famille. En Albanie, la famille est une cellule élémentaire de la société. Le deuxième point important pour Hoxha, c'est la socialisation des entreprises. Là encore, il y a des points positifs. C'est grâce à lui que se développa modestement encore l'extraction du cuivre, du fer et du chrome en Albanie. Ces usines n'ont pas de patron et les assemblées décident de l'identité de ces cadres. Mais je te rappelle, Hoxha est vraiment un pur idéologue. Il veut aller aussi loin qu'il est possible sur la voie du socialisme. En 1975, il fusionne le travail intellectuel et le travail manuel. Les cadres ont l'obligation de fournir un travail productif, tandis que tous les étudiants doivent effectuer un stage d'1 an dans les usines et les campagnes. Et c'est à ce moment que va se diffuser la pratique des feuilles foudres. Tous les ouvriers peuvent critiquer à leur gré les cadres et leurs supérieurs.
Ils sont invités, voire même encouragés à le faire. Surtout si ces travailleurs qui sont dénoncés dans ces feuilles foudres ont une mauvaise biographie. Comment ça, une mauvaise biographie? S'ils ont un passé défavorable aux yeux du parti, s'ils sont d'anciens bourgeois, si leurs parents étaient zoguistes ou ballistes, s'ils ont eu des contacts avec les partisans de Tito, après la brouille entre Hoxha et Tito, ou s'ils possèdent des livres interdits, ou s'ils continuent à aller à la messe, ou à recevoir la communion. C'est comme ça, en Albanie, il y a des gens qui ont une bonne biographie, et d'autres gens qui ont une mauvaise biographie. Généralement, les cibles des feuilles foudres sont des personnes qui ont une mauvaise biographie. Les ouvriers, sous couvert de dictature du prolétariat, peuvent ainsi dénoncer des éléments indésirables, les rétrograder, les exclure ou même, si les accusations sont graves, les envoyer dans un camp de relégation. Et je rigole pas, on estime qu'environ 1 Albanais sur 10 est passé par les prisons du régime communiste. Sous Hoxha, l'Albanie est un petit pays pauvre qui passe de 1 à 3 millions d'habitants. Cette faible population a grandement facilité le contrôle du parti sur la totalité des aspects de la vie matérielle des individus qui la composent. Enver Hoxha n'a pas fait que exalter le socialisme et le prolétariat, il a aussi, dans son zèle d'intellectuel, trucidé quelques innocents. Rien de bien grave, mais c'est vrai qu'il faut dire les choses comme elles sont. Tout d'abord, il a mené l'épuration de son pays, c'est-à-dire, pour faire simple, il a mis à mort les Albanais qui ont collaboré avec les Italiens et les nazis. Mais on l'a vu avec Tito, c'est une épuration élargie. On va mettre à mort également des résistants qui étaient les concurrents des communistes, les zoguistes, les ballistes. Si cette épuration fait pas le figure à côté de celle de Tito, c'est parce que le territoire était beaucoup plus petit. C'est tout. Mais il était proche de Tito? Lui-même, non. Mais à cette époque, l'Albanie ressemble vraiment à une succursale de la Yougoslavie. Il mène un peu les mêmes réformes et la même politique. Hoxha n'est pas un proche de Tito, mais son ministre de la Défense, Kocic, en est un. L'Albanie, à cette époque, est menée par des éléments pro-yougoslaves. C'est son orientation. Ce n'est pas rien de le dire, parce qu'à chaque fois que le parti choisit une orientation, il a cette fâcheuse manie d'épurer en son sein tous ceux qui pourraient y déroger. C'est comme ça par exemple qu'est mort le ministre de l'économie, Nako Spirou. Il était trop sincèrement albanais pour supporter qu'on fît de son pays une 7ème république de Yougoslavie. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Enfin, c'est du moins ce qui a été écrit dans les journaux. Dzodze a ensuite affirmé que Spirou, dont certes le suicide est regrettable, et au sujet duquel il a pleuré larmes chaudes, ce Spirou était en fait ravagé par les remords car il était en réalité un agent des impérialistes américains et britanniques. Mais au sein du parti communiste, les purges ne s'arrêtent jamais. En février 48, c'est Enver Hoxha lui-même qui est dans le collimateur. Hoxha ne soutient pas Dzodze avec assez de zèle, et ça paraît louche. Mais par une espèce de retournement de situation, en fait c'est Hoxha qui va en profiter pour se débarrasser de Dzodze. Mais attends, Dzodze. Putain, t'as vraiment des noms à coucher dehors aujourd'hui. Bon, bref. Dzodze, c'est un proche de Tito. Donc, Hoxha a pas peur que Tito lui tombe dessus? Bien sûr que Hoxha a peur de Tito. Tout le monde a peur de Tito. Il n'y a que Staline qui a pas peur de Tito. Or, justement, en 1948, la rupture entre Tito et Staline est consommée. C'est le moment ou jamais pour se désolidariser de Tito. Et c'est ce que fait Hoxha. Alors, si on l'écoute, Hoxha n'a jamais voulu rompre avec lui. Il n'aspirait qu'à des relations de bon voisinage avec les Yougoslaves. Non, c'est Tito, ce fourbe, qui a trahi le socialisme. Et la vérité? Bah écoute, la vérité, c'est que le socialisme n'a rien à voir là-dedans. Ces hommes sont tous pareils, ils sont tous formatés pareils, et donc ils ont des comportements semblables. Un jour, avant la rupture, quand tous ces gens étaient encore tous des amis, Staline a convoqué un ministre yougoslave pour lui demander des détails sur le suicide de Spirou, en fait, en l'occurrence. Et après quelques explications, Staline aurait dit que maintenant que Spirou est mort, la Yougoslavie n'avait plus qu'à gober l'Albanie. Il a dit ça? Il a dit ça. Il a même fait le geste. Le gober. Comme ça. Le parti communiste, son fonctionnement est pas très compliqué, hein. C'est avant tout une sorte de grande chaîne alimentaire. On est un peu dans une histoire de petits poissons, de moyens poissons et de gros poissons. Staline voudrait que Tito gobe l'Albanie
pour pouvoir le gober lui après, si tu veux. Mais ça s'est pas passé comme ça. Non. Parce que Tito a flairé le piège. Il sent bien qu'il y a derrière lui un requin qui veut en faire son petit-déj. Et il décide de pas se laisser faire. Il est le maréchal Tito, après tout. Il a libéré tout seul la Yougoslavie, il ne doit rien à Staline, il a construit son propre État, sa propre police secrète, il a mené sa propre épuration, il s'est sali les mains tout seul comme un grand, et maintenant il faut obéir à un moustachu qui vit à des kilomètres de là, mais c'est injuste. Je comprends sa douleur, c'est tout à fait persuasif, mais Hoxha pourrait dire exactement la même chose de lui. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le parti formate tout le monde pareil. Ces gens s'entre-accusent tous les uns les autres d'être de mauvais marxistes. Mais en réalité, ils se disputent pour échapper à leur destin, qui est de se faire gober, d'être captifs d'un grand système totalitaire où ils n'auront plus le rôle du maître, mais le rôle du serviteur. Mais est-ce qu'on peut pas essayer de prendre un peu leur défense ? Parce que tu les critiques, là, j'entends bien ton petit ton ironique que je connais bien, mais Staline n'a pas envahi la Yougoslavie quand même. Tito n'a pas envahi l'Albanie. Tout est bien qui finit bien, il n'y a pas eu de guerre, c'est bien la preuve qu'ils ont réussi à modérer leurs propos finalement. On peut quand même le noter. J'espère que tu plaisantes. Oui, il n'y a pas eu d'affrontement militaire, je suis d'accord, mais à la place, il y a eu des purges. D'une violence qui dépasse l'entendement. Tous ces dirigeants résolvent le problème en interne, en détruisant toute trace de leur adversaire dans les territoires qu'ils contrôlent. Staline et Hoxha ont mis à mort des centaines de partisans sous motif de titisme. Pendant toute la durée de cette rupture, et même après, le parti albanais traque tous ses membres qui ont eu ou qui pourraient avoir des relations avec Tito. Tu me crois pas ? En 1953, sur les 31 membres du comité central du Parti du Travail albanais, qui avait été composé 6 ans auparavant, 9 membres sont toujours en place, 8 sont en prison et 14 ont été fusillés. Cette liquidation s'accompagne de nombreuses victimes dans les rangs inférieurs, bien sûr. Et on entasse des prisonniers dans la prison de Spatch. Cette purge est effectuée par la Sigurimi, c'est donc la police secrète du régime, laquelle est contrôlée par Mehmet Shehu, un personnage important, grand ami du Premier ministre, véritable bras droit de Enver Hoxha, et qui n'a eu aucun scrupule à sacrifier son ami Kotshizodze, lequel a été exécuté en 1949, au cours de ces purges. Mais ce n'est pas tout. Hoxha fait réimprimer tous les livres d'histoire de la guerre, en supprimant le nom de Tito, et de Kotshizodze, ou au moins en le décrivant comme un traître minable et sans importance. Et on brûle tous les portraits de Tito qui se trouvent en Albanie. Staline fait pareil chez lui, quant à Tito, il fait exactement la même chose en Yougoslavie, mais en sens inverse. L'épuration des titistes ne sont qu'un long prélude à une cascade de purges incessantes qui vont en fait durer en Albanie pendant 40 ans. Je peux même pas te citer tous les noms des ministres exécutés, j'en ai vu défiler des dizaines et des dizaines pendant mes recherches. Ce que je peux te dire, c'est qu'à la mort de Staline, de nouvelles purges apparaîtront. Oui, parce que Hoxha s'entendait très bien avec Staline. Il était son ami, semble-t-il. Et du coup, il déteste ses successeurs, notamment Khrouchtchev. Mais Hoxha, il est pas bête. Il sait bien que Staline, c'est jamais qu'un requin plus gros que lui, qui, in fine, veut dévorer tous les protagonistes pour que l'autorité lui revienne à lui seul. Bah, il le sait pas vraiment, non. Il faut pas surestimer la lucidité de Enver Hoxha. Quand tu as reçu des lettres amicales de la main de Staline, des conseils bienveillants, des poignées de main chaleureuses et des verres de punch, quand Staline te félicite pour la naissance de ton fils, qu'il est attentionné, bah, tu te dis que, oui, Staline est notre ami. Un ami désintéressé même. Un authentique chef révolutionnaire intègre. Tous ces gens vivent dans un état angélique, un état où les hommes sont comme sublimés, personne n'est vicieux, personne n'est dévoré d'ambition. Sauf si on découvre que tu es un mauvais marxiste, un révisionniste, un traître à la révolution, et là alors, on va aussi te découvrir par le même coup tout ce que tu as de vices, combien tu étais prêt à toutes les félonies pour arriver au pouvoir. Mais tant que tu es un authentique révolutionnaire, tu es un cœur pur. Hoxha était un ami de Staline, en tout cas il était persuadé d'en être un, et donc il s'entend très très mal avec ses successeurs qui se sont lancés dans une déstalinisation, parmi lesquels bien sûr Nikita Khrouchtchev.
Cette haine contre l'Union soviétique va se ressentir notamment dans son discours devant l'Assemblée des partis à Moscou en 1960. Un discours écrit par Enver Hoxha, que j'ai lu. Vous pouvez constater à quel point je me sacrifie pour vous. Oui, je me suis infligé pour vous le discours de Enver Hoxha devant le congrès du parti. Merci. C'est pas chiant à lire? Rien n'est plus chiant qu'un discours d'un membre du parti communiste. Donc c'est très pénible à lire, mais il arrive parfois qu'on tombe sur des informations intéressantes. Ah. Mais pas celui-ci. Lui, il était juste chiant. Ah. C'est un discours socialiste qui parle du socialisme et qui dit « Moi, je suis fidèle au parti, moi, je suis loyal, moi, j'ai honnêtement servi la cause révolutionnaire. La dictature du prolétariat est un principe scientifique qui doit requérir absolument toute notre énergie. Je sers les authentiques principes du marxisme-léninisme, mais certains ici ne les poursuivent pas, certains même les combattent, certains trahissent ces principes. » Ce discours a beau être soporifique à mourir pour quelqu'un comme moi, les membres de l'Assemblée n'ont pas dû être d'accord, puisque eux, ils ont trouvé ça intéressant, et ils n'ont même pas arrêté d'en parler, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux que vise Hoxha ici, c'est Khrouchtchev et toute son équipe. Hoxha reprochait à Khrouchtchev d'avoir refusé des livraisons de blé à l'Albanie. Khrouchtchev a vraiment arrêté de lui envoyer du blé? Oui. L'Albanie est totalement incapable de se fournir assez à manger elle-même, et donc les aides soviétiques sont capitales pour lui permettre de survivre. Mais c'est vrai que d'un autre côté, Hoxha n'arrêtait pas de critiquer Khrouchtchev pour sa politique de coexistence pacifique. Il se rapprochait de Mao, que Khrouchtchev regardait quand même comme un concurrent. Khrouchtchev devait tellement être agacé de toutes les flagorneries albanaises à l'égard de Mao qu'il a fini par arrêter de l'approvisionner en blé sur un coup de tête. Et là, Hoxha, il va se prendre la tête entre ses mains et il va se dire « Mais en fait, Khrouchtchev n'est autre qu'un traître, un agent à la solde des impérialistes payé par les Américains. » Ah ouais? Et désormais, à partir de ce jour, tout rapport avec l'Union soviétique en Albanie sera perçu comme passible de condamnation. Posséder un livre qui parle favorablement de Khrouchtchev, ou un livre sur la déstalinisation, sera désormais motif de suspicion. Le nouveau héros du jour pour Enver Hoxha, c'est Mao. C'est marrant, ces idoles comme ça qui se succèdent, ça a commencé avec Tito, ensuite c'est Staline, maintenant, la nouvelle idole, c'est Mao. Et cela va durer longtemps, jusqu'à ce que Mao, à son tour, soit suspect. Certaines de ses théories, notamment la théorie des trois mondes, n'ont pas plu à Enver Hoxha. Oui, parce que, parenthèse, Mao décrivait le monde comme en trois parties, le monde des superpuissances, celui des puissances émergentes et celui des opprimés. Or, pour Enver Hoxha, il n'y a que deux mondes. Le monde des authentiques et purs révolutionnaires marxistes-léninistes, et puis les autres, les méchants, les contre-révolutionnaires, dans lequel tu peux mettre pêle-mêle les Américains, les Britanniques, les Français, et puis Khrouchtchev, et puis Tito, et puis toute personne dont la tronche ne revient pas. Et voyant que même Mao n'est pas à la hauteur, Hoxha pousse un soupir. En fait, personne ne comprend. Il est le seul à comprendre l'avenir de l'humanité. Il n'y a que lui qui voit clair. Cette espèce d'isolement mental va déboucher sur un isolement diplomatique. L'Albanie va devenir une forteresse dans un monde hostile. Après, il n'est pas encore définitivement seul, il peut encore s'appuyer sur ses amis. Comme son bras droit, là, dont tu m'as parlé, celui qui a libéré Tirana. Oui, Mehmet Chehou, son bras droit. Comment dire ? En 1981, Mehmet Chehou en personne, numéro 2 du régime, président du Conseil des ministres, ministre de la guerre, chef de la Sigurimi, libérateur de Tirana, passe de vie à trépas, il s'est suicidé. D'ailleurs, quand il est mort, on a fouillé ses papiers, et on fit alors une terrible découverte à son sujet. Que c'était un agent à la solde des impérialistes? Comment t'as deviné ? Qui n'est pas un agent des impérialistes dans cette histoire? C'est vrai que cette vidéo commence à être un peu redondante. D'ailleurs, les Albanais le savent, ils ne sont pas dupes. Chehou est mort, mais bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Je te rappelle qu'un Albanais sur 10 a déjà fait de la prison. Il y a déjà eu des milliers de morts. Mehmet Chehou a participé à cette orgie de sang. Alors un agent impérialiste de plus ou de moins... D'ailleurs, qui est Mehmet Chehou ?
A-t-il vraiment existé ? Personne n'en parle, personne ne le mentionne sur aucun document. Les livres d'histoire ont été réimprimés, son nom ne figure nulle part, il a même pas de tombe. Il est devenu un fantôme. Cette façon d'éliminer les gens, avec ou sans raison, d'effacer tous leurs souvenirs et tout ce qui pourrait se rapporter à eux, va être le bain d'hypocrisie dans lequel les Albanais vont nager pendant 40 ans. Maintenant, on va se poser une question. Hoxha a rompu avec Tito, avec Mao, donc il est le seul à savoir ce qu'est le socialisme authentique. Comment s'explique-t-il cela à lui-même ? Qu'est-ce qui fait que seuls les Albanais ont compris et que les autres peuples soient si volatiles ? Pourquoi l'Albanie en remonte à des superpuissances ? Pourquoi terrasse-t-elle moralement des grands seigneurs ? Peut-être parce que l'Albanie est une nation élue.